me rappelle encore de la première fois que j'avais essayé un VR. C'était au Centre des sciences de Montréal. Il y avait une exposition sur les jeux vidéo, les plus vieilles consoles jusqu'aux plus récentes. Puis la dernière console, c'était le casque VR. Le Saint Graal. Tout le monde entendait. Il y avait une longue file. J'ai attendu. Puis quand ça a été à mon tour, puis que je l'ai mis, puis pour la première fois, je l'ai essayé, c'était absolute cinéma. Même si c'était littéralement seulement une vidéo d'un roller coaster qui était juste en train de vous balancer partout, c'était quand même peak. Donc depuis ce temps-là, plusieurs casques sont sortis, des notes qui ont flop. Mais justement, je vais m'attarder sur deux, les plus connus, le Quest 2 puis le Quest 3. Mais au juste, en Big 26, le VR est rendu où? PC VR is dead. Is PC VR dead? Is VR dying? PC VR is dead as a doorknob. Short answer, we're cooked. Long answer, Not cooked. PC VR will never be a thing again. I have barely gotten any VR-related content and none of my friends who used to like VR even care anymore. Change VR forever. Change VR forever. Change VR forever. Change VR forever. Oh, ok. Mais est-ce que ça veut dire que je pense que le VR est en train de mourir? Les deux. Mais avant ça, pour parler du Quest 2 et du Quest 3, je dois déjà parler de l'histoire et de la timeline du casque VR. Donc tout d'abord, je ne vais pas commencer avec des expérimentations gouvernementales ou avec le Virtual Boy, mais vraiment une timeline des casques modernes qu'on connaît aujourd'hui. Donc le tout premier à ouvrir le bal, c'est en 2013 avec le Oculus Rift DK1. C'était actually le commencement d'une nouvelle era. Écran 7 pouces, résolution 640 par 800, 60 fps, puis un FOV de 90. C'était pas le meilleur, mais justement, c'était le premier par contre. Puis pour l'époque, en 2013, c'était le top notch. I'm gonna start by moving over to that fountain over there. Bon, puis en 2014, on a seulement vu apparaître le Rift DK2. À part le fait qu'il y avait seulement 2 fils maintenant, à part de plusieurs fils, le DK2 a pas vraiment changé. Oui, c'est un peu upgrade, mais pas autant que ça. Par contre, en 2014, on voit l'arrivée du Samsung Gear VR, où on met notre téléphone. Je pense que tout le monde connaît, pour les bonnes et mauvaises raisons. Puis 2015, ça a été l'année morte du VR. Seulement 2 casques, pas connus, à part le Google Cardbox, une autre gooning machine. Par contre, c'est vraiment en 2016 où on va voir l'arrivée au grand public des casques VR. Surtout avec 2 big challenges qui vont arriver, l'Oculus Rift et le HTC Vive. L'Oculus Rift est déjà un improvement du DK1. À part le FOV qui reste la même, tout est mieux. Par contre, il utilise encore une seule caméra frontale posée sur un bureau pour tracker les mouvements, ce qui est nice si vous jouez assis, mais qui est actually terrible pour se déplacer. Mais en même temps, il y a eu aussi le HTC Vive. En fait, le HTC Vive, pour régler ce problème-là, utilise des base stations. C'est des caméras qui envoient des lasers dans la room, comme ça vous pouvez vous déplacer n'importe où. Aussi, faut pas oublier, c'était les premiers à avoir des manettes. Avant 2007, l'Oculus Rift venait seulement avec une manette de Xbox. C'est seulement en 2007 qu'ils ont commencé à en sortir avec des manettes. Il y a aussi le PSVR en 2016, mais bon, ils ont essayé de régler le problème d'avoir un trop gros PC, coûteux. Par contre, il fallait quand même avoir une PlayStation. Surtout, leur manette était... Brother, what's that? En 2017, il n'y a pas vraiment eu de casque à marquer l'année. Le vrai breakthrough en 2017, ça a été les jeux. Puisque le VR devenait plus mainstream, les jeux se sont multipliés, incluant le jeu social. Ce qui veut dire l'apparition de VR Chat. Knife on your eyes, I guess it would, yeah. Because I have phantom pain! Il y a aussi eu l'apparition du Vive Tracker qui permet de capter tous les mouvements. Corrélé à la sortie de VR Chat, ça donnait des grown-ass men qui prétendent être des anime girls. Et pour 2019, c'était vraiment l'innovation de la Game Quest et l'apogée du PC VR. L'arrivée de l'Oculus Quest en 2019, c'était le tout premier système VR complètement autonome. Fini le PC obligatoire, fini les câbles où on se pète la gueule dedans, fini les capteurs laser à fixer au mur de la chambre. Il y a aussi eu l'arrivée du Valve Index. Il est devenu une référence absolue, et même encore à aujourd'hui. Une résolution de 1440 par 600, 109 de FOV, d'excellents haut-parleurs, plus avec ça un micro, puis surtout 144 FPS.
Par contre, il était quand même un peu lourd, puis quand même cher. À partir de 2020, il y a plusieurs casques qui sont sortis, bien sûr, mais il n'y en a pas eu qui ont vraiment innové. C'était vraiment des meilleurs casques, des upgrades. Par exemple, le Quest 2, qui est le plus connu et le plus own à ce jour, il est meilleur dans tous les aspects du Quest 1, puis encore moins cher. Donc après ça, ça a été la même chose, de nouveaux casques, plus puissants, comme le Quest 3. Il n'y a pas vraiment eu d'innovation à part avec le Pass-Through, avec le Apple Vision Pro, mais bon, je connais personne qui own un Apple Vision Pro. Bon, là, fini la timeline, parce que je commence à être vraiment tanné. Puis aussi, j'ai envie de parler un peu de mon expérience, parce que j'ai eu un Quest 2, plus j'ai aussi essayé plusieurs fois un Quest 3. Et de parler des jeux que j'ai joués aussi. Puis aussi répondre à la question du début, est-ce que le VR est vraiment mort? Qu'est-ce qui arrive avec le VR? Bon, déjà, je pourrais pas parler de tous les jeux, bien sûr. Je vais vraiment me concentrer sur 3 jeux. Par contre, avant, un petit clin d'œil aux jeux d'horreur en VR, parce que je trouve que c'est vraiment là où ils trouvent leur full potential. Par exemple, Phasmophobia, même si j'ai joué des centaines d'heures à Phasmophobia, puis je connais les maps par cœur, les ghosts par cœur, je me suis still chié dessus quand j'y jouais. No. Oh, no. Ah, I'm fine. Donc, déjà pour commencer, j'aimerais parler du jeu que tout le monde considère en VR le seul AAA, a.k.a. Half-Life Alyx. Déjà, Half-Life Alyx, c'est un très bon jeu. Très bon univers. Un des seuls jeux VR vraiment où la narration est présente. Genre, c'est pas une histoire enfantin, tout ça. Ça a vraiment une corrélation avec Half-Life. Donc, l'histoire est bonne. Aussi, il y a vraiment des sections dans le jeu que c'est vraiment horreur. Puis vraiment, tu ressens cette peur-là dans toi. Puis je trouve que c'est vraiment bien fait. Puis le gunplay est quand même nice. Par contre, je trouve qu'il y a quand même des gros défauts. Puis le considérer ça comme le seul jeu de AAA quand il y a des meilleurs jeux, c'est quand même outrageous. Déjà, le fait qu'on est dans Half-Life, puis on n'a pas de gravity gun, que normalement, c'est nos gants, mais on peut pas lancer des affaires avec. Oh, hell no! That's... Oh, hell no! Whoa! C'est un peu enlever l'âme de Half-Life. Genre, imaginez-vous être en VR, lancer des gros objets lourds dessus les ennemis. Ça serait actually nice, mais là, on peut même pas le faire. On peut seulement lancer des gros barils rouges puis les exploser, comme dans des jeux classiques. Mais selon moi, son pire défaut, c'est le fait qu'on peut pas se battre corps à corps avec les ennemis. On peut pas utiliser nos poings ou on n'a pas d'armes de mêlée. Genre, je comprends pas. Le monde est interactif, vous pouvez prendre tout, vous pouvez prendre des crayons, vous pouvez dessiner partout, mais par contre, vous pouvez pas vous battre avec d'autres ennemis. Ce que je trouve que ça enlève vraiment beaucoup d'immersion. Mais bon, ça reste quand même un des meilleurs jeux sur VR. Un autre jeu que j'ai beaucoup joué, puisque aussi ça réglait le problème de Half-Life Alyx, c'est Bone Lab. Bone Lab, c'est vraiment la Ferrari des jeux VR en termes de physique. Contrairement à certains jeux VR plus narratifs, Bone Lab fonctionne presque comme un laboratoire expérimental où les joueurs peuvent tester différentes mécaniques physiques et manipuler des objets de manière très réaliste. Par exemple, votre corps va avoir une incidence sur comment vous allez prendre les choses. Si vous êtes plus gros, vous allez avoir plus de facilité de prendre une hache. Si vous êtes plus petit, ça va être quand même difficile. Donc c'est vraiment le jeu où la physique a été poussée au maximum. C'est un des jeux où je me suis senti que si j'allais tomber vraiment dans le vide, genre je le ressentais pour de vrai. Puis Bone Lab a été pensé comme un sandbox où tout le monde peut créer des mods, faire leur histoire, créer leur personnage. Donc vraiment, c'est infini. C'est en même temps leur plus grand attribut, mais en même temps leur plus gros défaut. Parce qu'en dehors des mods, Bone Lab est quand même vide. À part la physique, il y a presque rien, il n'y a pas d'histoire vraiment. Puis des fois, c'est difficile de quand même trouver des bons mods. Puis un autre défaut, c'est le mêlée. En fait, c'est un peu trop réaliste. Donc souvent, vous allez manquer votre coup. Ça peut être quand même vraiment frustrant. Ah, aussi, ne faites jamais le parcours dans Bone Lab. Ça donne vraiment la motion sickness. Bon, puis le dernier jeu que je trouve que c'est actually le meilleur sur VR que j'ai essayé, c'est Walking Dead Saints and Sinners. Pour de vrai, ce jeu-là contient tout. De la narration, même si elle est un peu à chier, du looting, du crafting, des choix, du melee, du gunfight. Genre le melee est tellement satisfaisant, c'est incroyable. C'est que la différence avec Bone Lab, en fait, Saints and Sinners utilise un aim assist. Quand vous allez trancher le bras d'un zombie ou la tête d'un zombie, le jeu va venir corriger pour que ça slice bien. Puis ça va donner une de ces satisfactions, oh my god. J'ai jamais ressenti autant de fun à juste lacérer des fucking zombies. Genre, c'est actually incroyable. Vous prenez la tête du zombie, prenez votre couteau, vous le mettez, genre, vous voulez pas arrêter, c'est actually satisfaisant. Puis c'est ça qu'on recherche en VR, genre, la satisfaction. Mais bon, faut quand même pas se mentir, le jeu est quand même pas beau. C'est bon, j'ai joué à plein de jeux, tout ça, etc. Mais rappelez-vous que j'ai dit que j'avais un Quest. Donc pourquoi je l'ai vendu, c'est là que je vais expliquer les défauts d'un casque VR. Donc déjà, c'est quand même cher. La plupart du temps, quand vous achetez un VR, c'est parce que vous avez déjà une console, un ordi. Donc c'est encore une dépense de plus quand vous avez déjà une console. Puis un des points pour moi aussi, personnellement, c'est que pendant
pendant que tous vos amis sont sur PC ou console, vous êtes sur VR, donc vous êtes seul. Donc des fois, c'est sûr que vous allez aller jouer à la Xbox au lieu d'être sur VR, parce que tous vos amis seront là. Et même si j'ai parlé que les casques maintenant étaient un standalone, il y a beaucoup de jeux, surtout les meilleurs, ont besoin d'un PC. Donc c'est quand même chiant. Prochaine chose, vous êtes en train de jouer, vous balancez vos bras partout, ça commence à faire 1 heure, puis vous réalisez que vous commencez à avoir mal aux bras. C'est quand même un workout. Puis même moi, j'ai été fatigué, surtout que je suis un athlète puis que je joue au foot. Après 1 heure, des fois, j'étais mort. Donc c'est sûr que ça joue contre la faveur du VR. Puis l'autre point, je vais juste laisser la vidéo expliquer toute seule. Immediately grab your headset and then you want to hop on Gorilla Tag. You swing your arms around trying to play normally, and then out of nowhere there is a wall that spawns right next to you, and now your hand is halfway through the wall. Next thing you know, you look at your controller and it's crumbling into dust like Spider-Man. Your hand is in pieces, and this is when you realize that playing on the Quest, you're going to need a lot of space. Donc j'ai pas besoin de dire plus, c'était ma réalité dans ma chambre. Et le dernier point, mais vraiment inévitable, c'est que quand vous jouez pendant 30 minutes, 1 heure, assis ou même debout, vous bougez, puis vous commencez à être malade, qui veut dire la motion sickness. C'est inévitable. La seule façon de la combattre, c'est de s'entraîner. Vous devez vraiment le porter toujours. Même après ça, il y a des trucs que vous allez faire dans le jeu qui va juste vous donner la motion sickness assurée. Puis finalement, pour répondre à la question, est-ce que le VR est mort? Selon moi, en ce moment, elle fait un peu dur. Je sais pas si ça fait depuis combien de temps que j'ai pas vu un nouveau jeu sur VR qui était actually bon. À chaque fois que je check pour des nouveaux jeux VR, c'est toujours les 3 ou 5 mêmes qui est toujours au top. Il n'y a pas de nouveauté. Puis quand je vois plusieurs vidéos YouTube de comment s'amuser en VR, tout ça, ça veut dire qu'il y a quand même un problème, tu sais. J'ai jamais vu une vidéo de comment s'amuser sur Xbox ou PC. Donc il y aurait peut-être un problème dans les jeux. Les gens commencent à délaisser un peu, puis ça devient plus pour des entreprises comme les Zero Latency. Puis pour de vrai, moi ça me fait de la peine parce que je trouve qu'il y a quand même un gros potentiel. Puis on a quand même fait des progrès depuis le premier casque VR. Puis en plus ça fait quelques années, là, ça fait seulement 10 ans. Donc moi je trouve que vraiment quelqu'un doit briser la glace. Une entreprise doit briser la glace pour le monde du VR. Il doit arriver un changement. Et avec ça, je vous dis à la prochaine.